Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin, c'est avec Mathieu Petit-Huguenin, directeur général de Paprec Group. Bonjour. Paprec qui annonce sa plus grosse acquisition à l'étranger, en Espagne, un pays dans lequel vous n'étiez pas très présent, et en plus d'un an, désormais 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000 salariés. Ça va vite. C'est quoi les enjeux espagnols de Paprec ? Bonjour Laure, oui, merci beaucoup. Les enjeux espagnols de Paprec, déjà, pourquoi est-ce qu'on a voulu aller sur ce marché espagnol? Qu'est-ce qui nous a intéressé en Espagne? Le marché espagnol, il est encore très basé sur l'enfouissement. Les déchets sont assez massivement envoyés vers l'enfouissement, notamment les déchets municipaux. Pour donner juste un chiffre, 50% des déchets municipaux qui vont vers l'enfouissement en Espagne, là où en France on est aux alentours de 22%. Donc ils ont une grande transition devant eux qui nous a beaucoup intéressés, puisque la réglementation européenne dit d'abord on recycle, ensuite, on fait de l'énergie à partir du déchet, et quand on ne sait plus rien en faire, on va vers l'enfouissement. Et donc l'Espagne va devoir vivre cette transition, et dans ce nouveau jeu qui va arriver, sous l'effet des réglementations, nous, on pensait qu'on avait une carte à jouer, puisque notre ADN, c'est le recyclage, c'est là où on a démarré, et que plus récemment, on a construit une branche énergie, et donc on va être capable probablement de prendre part à ce nouveau marché qui va s'inscrire dans les années qui viennent en Espagne. Donc on a décidé, comme vous le disiez, de traverser les Pyrénées et de démarrer. Ça veut dire que pour la suite du développement international, vous allez cibler des pays, effectivement, comme vous le rappeliez, qui sont par rapport à la réglementation européenne un peu en retard ou en transition en tout cas. Donc est-ce que, à part l'Espagne, il y a désormais d'autres marchés cibles en Europe que vous regardez ? Oui, bien sûr. On est arrivé en fait dans une douzaine de pays. Alors soit en démarrant une activité comme on l'a fait en Espagne depuis plus d'une dizaine d'années en Suisse, qui est un marché pour le coup très mature. Donc on ne regarde pas que des marchés en transition. Ouais. La Suisse, c'est un pays dans lequel on trie très bien. Des marchés comme l'Angleterre, on a en fait vocation à faire du déchet énergie à pas mal d'endroits en Europe, voire même pousser les portes un peu en dehors de l'Europe, puisque là, on a une technologie très spécifique. On sait construire et exploiter des incinérateurs avec là une concurrence qui est plus réduite mondialement, un vrai savoir-faire français qui va nous permettre de nous projeter dans pas mal de pays. Sur la gestion globale des déchets, on a plutôt envie d'être présent dans assez peu de pays parce que ça concentre beaucoup d'investissements, beaucoup d'énergie. Et donc là, l'Espagne est vraiment un marché prioritaire pour nous, avec la Suisse et peut-être avec l'Angleterre demain. Je rappelle la success story quand même de Paprec, que tout le monde ne connaît pas forcément. Bientôt 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 13 000 salariés. C'est votre père, évidemment, Jean-Luc, qui est à l'origine de cette success story. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on voulait vous inviter aujourd'hui aussi, c'est que vous, Mathieu, et votre frère Sébastien, vous êtes en train de prendre un peu la relève, une transition en douceur qui est organisée aujourd'hui par votre père. Absolument, ça fait 20 ans que mon frère travaille avec mon père, pour moi une dizaine d'années. On a vécu cette aventure formidable. Moi, je suis arrivé dans le groupe en 2014, on faisait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 personnes. Aujourd'hui, on a réussi en une petite dizaine d'années à quadrupler ce chiffre d'affaires. Aujourd'hui, maintenant, à le développer dans d'autres pays. Je vous dirais, mon père a fait le plus dur, qui était de démarrer d'une petite entreprise de 40 salariés à La Courneuve. Et aujourd'hui, on essaye de bâtir quelque chose de solide. Et sur ces beaux savoir-faire de recyclage en France, on a envie d'aller vers plus d'Europe, plus d'international. Et donc, on est à ce moment-là de l'histoire avec une transition à la tête de l'entreprise. Mon père nous a donné les rênes opérationnelles de l'entreprise au fur et à mesure. Moi, j'ai d'abord été directeur commercial et puis aujourd'hui directeur général, avec toujours cette forte volonté de se développer, d'apporter des solutions à nos clients. Mais on le connaît bien, Jean-Luc Petit-Huguenin, sur l'antenne de BFM Business. Il est quand même assez présent. J'imagine qu'il vous envoie des SMS toute la journée pour dire ce qu'il pense de ce que vous faites. Il est encore là, très présent, même auprès des salariés, ou quand même il prend du recul ? Alors, sincèrement, il n'est absolument pas oppressant à envoyer des SMS toute la journée. On s'entend très bien. On a la chance d'être une famille qui s'entend très bien. C'est une transition en douceur où chacun a sa place. Et je pense qu'il a vraiment pris du recul sur l'opérationnel. Il n'a plus la volonté de le faire à notre place. Donc ça se passe très bien. Mais par contre, moi, ce que j'aime, c'est le rôle de conseil. Quand on a quelqu'un comme ça qui a une grande expérience à ses côtés, c'est un côté rassurant. Et sur l'international, il m'accompagne beaucoup. On va de temps en temps ensemble en Espagne. Là, sur l'acquisition, il est venu voir pour me dire, voilà,
est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Oui, et on valide ça ensemble. Et ça, c'est plutôt quelque chose de très agréable, cet accompagnement. Est-ce que, pardon de poser la question comme ça, mais est-ce que l'affaire judiciaire qui le concerne et qui a fait qu'il y a eu des mesures de contrôle judiciaire à un moment donné qui lui interdisaient certaines activités, c'était en grande partie levé, est-ce que ça a accéléré sa volonté de passer la main? Non, je ne crois pas que ça se soit joué là-dessus. D'abord, je voulais rappeler que là-dessus, il n'y a vraiment pas de fond sur cette affaire. Donc, on espère que ça se débouclera. Déjà, 98% de ce qui concernait a été levé. Il a parfaitement le droit de nous accompagner sur l'international. Il n'y a pas de souci. Et donc, non, je ne pense pas que ça ait accéléré la transition. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, de corruption, effectivement, qui ont été progressivement levées par le juge, en fait. Voilà, absolument, en référé. Et on parle d'un sponsoring de 15 000 euros. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui comprennent que ce n'était pas tout à fait l'enjeu et qu'en fait, c'est des charges qui sont très faibles. Après, c'est le temps de la justice. Et on fait confiance pour que les choses se règlent. Mais ce n'est pas ça. Le fondement de la transition n'est pas là. C'est que je pense qu'il a lui-même envie à la fois de prendre du recul, à la fois de jouer un rôle différent dans l'entreprise, mais tout en continuant à nous accompagner. Donc oui, il est toujours là. Et oui, c'est une transition en douceur qui se passe très bien. Et je suis avec mes deux frères à la barre du navire et on tient le cap. Vous parlez beaucoup d'international ce matin. Est-ce que ça veut dire que la croissance de Paprec, qui s'est aussi beaucoup fait sur la croissance externe dans son développement en France, elle est un peu terminée sur ce plan-là, que la consolidation, elle est faite? Il y avait un moment une idée de racheter des activités de Suez quand il y a eu la fusion avec Veolia. Est-ce que c'est encore à l'étude? Il n'y a plus rien à racheter en France. Désormais, on va à l'extérieur. Alors, un petit peu les deux, en fait. Oui, il reste des choses à racheter en France. Oui, le marché est à consolider. Paprec, c'est aussi une histoire de croissance organique. C'est plutôt 2 tiers de croissance organique et 1 tiers de croissance externe. Mais bien sûr, quand on veut bâtir, la croissance externe est intéressante parce qu'on va compléter un point de maillage dans une région, compléter un nouveau secteur. Et par exemple, Paprec est leader du recyclage des papiers cartons, des plastiques, mais on n'est pas leader dans le métier des ferrailles et métaux. Et la transition écologique, elle va appeler énormément de ferrailles et métaux. Et pour la planète, il y a un gros enjeu autour du fait que ces ferrailles et métaux, ce cuivre, cet aluminium dont on a besoin pour électrifier, faire des panneaux solaires, etc., soient issus de ces produits du recyclage et locaux. Il y a le textile aussi, vous allez y aller aussi? Le textile aussi, oui, on étudie des choses, on a déjà des partenariats avec certaines marques pour déconstruire des vêtements. Et donc voilà, là on vient se rajouter des points de maillage sur des métiers où on n'était pas. Et donc on a fait par exemple encore 5 ou 6 acquisitions l'année dernière, 6 acquisitions sur le métier des ferrailles et métaux en France. Donc on continue de grossir en France, qui est quand même la grosse base de Paprec, avec plus de 80% du chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Mais voilà, on est à un moment de l'histoire où nos savoir-faire nous permettre d'aller à l'international et comme il va se passer des choses, on va aussi participer à une expansion peut-être un peu plus européenne aujourd'hui. Alors c'est intéressant de voir cette ambition de cette deuxième génération pour Paprec. Alors justement, est-ce que vous avez les moyens de cette ambition? Est-ce qu'à un moment donné, vous pourriez aller en bourse? Ça avait été envisagé. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je sais que la période n'est pas forcément propice, mais en tout cas, est-ce que vous vous mettez en ordre de marche pour aller chercher des financements sur le marché boursier? Alors, je dirais ce qui a vraiment changé ces dernières années, c'est qu'avec l'avènement de fonds privés très puissants, on n'a pas besoin d'aller en bourse. On n'a pas besoin de la bourse. On a réussi à se financer au fur et à mesure avec des fonds privés, aujourd'hui avec notamment la BPI qui nous accompagne depuis plus de 10 ans au capital, et puis des fonds aussi d'infrastructure qui regardent nos métiers. Et donc avec ces gens-là, on arrive à financer la croissance et le développement du groupe sans avoir besoin d'aller en bourse. Est-ce qu'un jour la question se posera? En tout cas, c'est pas d'actualité quand on se parle aujourd'hui. Peut-être qu'un jour la question se posera parce qu'il y aura un intérêt, mais Paprec a les moyens de financer son développement et a une activité qui est rentable, qui n'appelle pas des fonds continuellement. Donc on a tout à fait les moyens de continuer à se développer avec l'actionnariat actuel et sans aller vers la bourse. On entend le besoin de diversification sur l'ensemble des matériaux. Sur le plastique recyclé, c'est compliqué. C'est compliqué notamment parce que la matière vierge est moins chère que le recyclé, malgré l'intérêt évidemment du plastique recyclé. Il faut, alors j'allais dire un gros mot, mais il faut serrer un peu, faut serrer un peu les fesses jusqu'à ce qu'il y ait la réglementation européenne qui arrive en 2025, parce que là, ça va changer le marché. En attendant, on continue, même si le marché est difficile?
J'aurais pas dit mieux. Ouais, c'est un moment difficile parce que on a vécu avec un plastique très cher. Hein. La bouteille en plastique PET recyclé, elle avait dépassé les 1 000 euros, là où historiquement elle valait 300 euros. On est retombé sur un très très bas aujourd'hui avec la baisse des cours du plastique vierge et avec moins de commandes, puisque les applications, ça peut être à la fois les minéraliers, mais aussi notamment le BTP, qui aujourd'hui a moins de commandes, et donc on se retrouve avec des stocks de plastique recyclé, ce qui effondre les cours. Et un deuxième effet qui était les prix de l'énergie. Transformer du plastique pour le recycler, ça consomme beaucoup d'électricité. On a les factures d'électricité qui ont vraiment explosé. Donc c'est un moment difficile. On a la chance d'avoir une activité vraiment diversifiée chez Paprec. Donc quand une activité va un peu moins bien comme ça, on tient bon. Et effectivement, en 2025, les obligations d'incorporation, donc ça veut dire qu'il va y avoir des taux qui vont être fixés pour dire dans une bouteille, on va être obligé de mettre 25-30% de recyclé, dans une voiture, etc., etc. Et donc on attend ça avec impatience, puisque là, à ce moment-là, on sait que nos matières seront consommées et qu'il n'y aura plus ces arbitrages entre on met plus de vierge, un peu moins de recyclé selon les cours, etc. Il y aura cette obligation d'incorporation qui devrait pousser ce métier à être un peu plus stable. En tout cas, on avait 2 spécialistes du plastique vierge sur ce plateau ce matin. Merci beaucoup en tout cas Mathieu Petit-Huguenin, directeur général de Paprec.